Bonjour et bienvenue sur la chaîne Lisa se livre. Alors cette vidéo est particulière parce que c'est la première fois que je le fais, c'est une lecture commune. Je vais vous expliquer exactement ce que j'ai ressenti du livre. Je sais qu'on a toutes les deux beaucoup apprécié notre lecture, qu'on l'a lu assez rapidement. Et donc voilà, je vais vous parler de La Fabrique des salauds, donc de Chris Cross chez Belfond. Alors, on n'a pas besoin de vous dire que c'est un pavé qui fait 880 pages à peu près. Donc, c'est... Alors, avant même que je commence, je l'ai déjà dit dans le book haul, mais si vous ne l'avez pas vu, le petit truc là, il faut quand même que je vous signale juste une chose. Je le dis parce que je pense que ça va créer quelques... J'ai lu quelques commentaires, voilà, c'est pour ça que je vais vous le dire. J'ai lu quelques commentaires très souvent sur des vidéos sur Booktube qui parlaient de ce livre-là. Et je voyais des filles ou des garçons qui disaient oh, je veux lire, il est sur ma pile à lire, il est sur ma pile à lire. Et quand je lisais les commentaires après sur leur chaîne, je m'apercevais que c'était des personnes qui ne lisaient jamais d'histoire, l'histoire avec un grand H, qui n'avaient pas du tout aimé les bienveillantes, qui trouvaient que c'était très difficile, qui quand il y avait des livres sur le nazisme, sur la Shoah ou autre, qui n'étaient pas du tout, qui disaient qu'ils n'avaient pas pu continuer parce que c'était compliqué. Voilà. Si vous faites partie de ces personnes-là, que l'histoire ne vous intéresse pas, que le Troisième Reich, que l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, que l'URSS, que les exactions, que les salauds en général ne vous intéressent pas et que vous êtes un peu prude, laissez tomber. Parce que déjà, il faut lire 880 pages. Deux, il faut arriver à être suffisamment... avoir suffisamment de recul pour se dire que même si c'est un roman, même si c'est donc une fiction, c'est sûrement quelqu'un qui a existé pendant cette période-là. Et sans vous raconter ma vie, j'ai rencontré ce genre de personne-là. Une fois dans ma vie. Et je peux vous assurer qu'il n'y avait pas de repentance, un peu comme le héros, Kojak. C'est pareil. Kojak, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une ironie, une façon de voir la vie qui fait que... On ne sent pas qu'il y ait une repentance des masses. Mais c'est pas choquant dans le sens... Enfin, moi, ça me choque pas, parce que j'en ai vu, lu et entendu d'autres. Mais je pense que ça peut choquer certaines personnes qui vont penser qu'effectivement on ne peut pas lire ou vanter ce genre de livre-là et ce genre de personnage-là. Bah, c'est bien dommage pour vous parce que peut-être que vous verriez l'histoire contemporaine et ce qui se passe actuellement dans certains pays d'une autre façon. Voilà, ça c'est dit. Donc on passe à ça. Ce livre est en fait double, on va dire. Parce qu'en fait, il est à la fois une saga familiale, et à la fois, il s'inscrit dans la grande histoire, puisqu'on suit une famille qui est dans les pays de Balte, à Riga, en Lettonie. Et en fait, si je me souviens bien, parce qu'en fait, en gros, je l'ai lu tellement, enfin bref. Et c'est l'histoire surtout de deux frères, donc de Hub et Koja, qui un jour vont hériter d'une sœur adoptive qui s'appelle Eve, en fait EV, qui est adoptée par ses parents, qui a un secret qu'on découvre, alors sans vous spolier parce que ça s'est dit assez rapidement, elle est juive, elle tombe dans cette famille-là, qui est une famille somme toute assez banale, et qui va être pris dans la tourmente du début du XXe siècle et qui va se retrouver dans la Seconde Guerre mondiale, du côté du Troisième Reich, des deux frères d'ailleurs, un dans la SS, l'autre en tant que SD, et inversement quelquefois. Vous comprendrez quand vous le lirez, si vous le lisez bien sûr. Et en fait, dans cette saga familiale, il y a aussi une histoire d'amour à trois. C'est un triangle amoureux également entre les deux frères et leur sœur adoptive. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est une sœur adoptive, parce que j'ai vu plein de résumés qui disaient « Ah, mais c'est l'histoire de deux frères qui aiment leur sœur ».
Oui, c'est leur sœur, mais alors c'est là où ça peut vous choquer, mais c'est aussi, elle est adoptive, donc c'est pas une sœur de sang. Donc il n'y a pas d'inceste. Alors j'ai lu aussi, oui, c'est une sœur, c'est un truc entre deux frères et une sœur, c'est un truc un peu incestueux. Bah non, s'il n'y a pas de lien de sang, c'est pas un inceste. Pas techniquement, ça l'est parce qu'elle est adoptée et que c'est leur sœur, mais dès le début, quand elle arrive dans la famille, on sent bien que ça va pas être très 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 fraternel comme ambiance. Surtout avec Koja, d'entrée de jeu, quand ils sont enfants, on comprend tout de suite qu'il y a un autre jeu, il y a une autre chose qui rentre en ligne de compte avec Eve et ses frères adoptifs. C'est tout de suite, on comprend très vite que ça sera jamais fraternel entre eux. Il y a un amour fraternel parce qu'effectivement c'est leur sœur et qu'elle est élevée comme ça et que leurs parents l'ont élevée comme leur sœur, etc. Mais il y a autre chose. Voilà, d'entrée de jeu, c'est ça. Bon. Après, c'est aussi c'est les confidences d'un vieil homme, puisque c'est comme ça que le roman est monté. C'est-à-dire c'est un vieil homme qui se trouve dans un hôpital, qui est malade, qui partage sa chambre avec un sexe, drogue et rock'n'roll, enfin un hippie, puisqu'il est plus trop sexe, plus drogue. Il est beaucoup de drogue, mais pas trop rock'n'roll, et qui lui raconte sa vie. Voilà, alors l'autre il hallucine hein, entre le fait qu'il fume comme voilà et qu'il hallucine aussi ce qu'il entend. Et le vieil homme lui déroule sa vie, lui raconte son enfance, son adolescence, l'arrivée de Ève, les rivalités avec son frère, le fait qu'il adorait, qu'il idolâtrait au début son frère, l'arrivée du nazisme, leur enrôlement, le fanatisme de son frère, son ambiguïté à lui, son cynisme, le fait qu'il c'est très bien joué sur les deux tableaux, d'ailleurs on le voit tout le long du roman. Ça se passe donc en Europe centrale, dans cette famille slum. On voit tout le déroulé du Troisième Reich, du Seconde Guerre mondiale. Il y a des exactions, il y a des... je vous le dis tout de suite, hein, il y a quand même impliqué la SS, la SD. On croise des personnages, alors ça c'est le plus du roman, c'est qu'on croise des personnages historiques qui ont vraiment existé, des propos qui ont été tenus, des instants qui ont été véritablement, qui sont vraiment déroulés, qui sont intégrés à l'intérieur. Alors c'est d'autant plus un truc très intéressant parce que alors je fais une aparté, c'est que moi je connais cette façon d'écrire puisque j'en ai écrit un qui s'appelle La chute de Yann et qui se passe avant la Seconde Guerre mondiale mais pendant l'avènement du Troisième Reich et que j'ai fait pareil, c'est-à-dire que quand vous écrivez sur ce sujet-là, vous ne pouvez pas vous permettre d'inventer des choses, c'est-à-dire que vous devez mettre des parties historiques, des personnages historiques dans le roman pour que ça puisse avoir un poids. Et là, il y a vraiment un poids parce que les personnages rencontrent, par exemple, Heinrich, etc. Donc, il y a des choses qui sont importantes. Voilà. Les deux frères, en fait, sont rivaux déjà dès le début, on le sent bien, même au sein du Troisième Reich. Évidemment, il y a cette rivalité avec la sœur, puisque, alors c'est pas dévoilé le roman, c'est que Ève tombe amoureuse d'un, mais aime aussi l'autre. Je sais pas si je vais... Voilà. Bref, elle tombe amoureuse d'un, elle en épouse un plus tard, mais elle est amoureuse, et on le sent, attachée à l'autre aussi, avec qui elle a une liaison, et avec qui, en fait, elle fait un enfant. Je vous dis pas lequel est lequel, comme ça vous serez obligé de lire. Et dans le roman, le vieil homme déroule sa vie, c'est-à-dire du moment où il est dans le Troisième Reich jusqu'à la création de l'État d'Israël, sa collaboration avec la CIA, avec le KGB, avec le Mossad. Donc tout ça, c'est... Alors, la collaboration CIA, Mossad, machin, etc., c'est vraiment on va dire dans les 200 dernières pages, quoi. Le gros pavé, enfin 300, le gros du pavé, c'est quand même la Seconde Guerre mondiale. C'est pour ça que je vous prévenais que si ça vous dérebute, n'y allez pas, quoi. Et que on aborde aussi la question de loyauté, d'opportunisme, de mal et de bien, de l'amour et de la jalousie. De la rivalité aussi, enfin, il est sans complaisance ce personnage-là. Il est complaisant qu'avec Ève,
qu'avec une petite fille, qu'avec une jeune femme russe, même si de temps en temps il a on va dire ces instants de complaisance et d'amour et de bienveillance, il a quand même sous-jacent toujours ce côté, il pèse ce truc, toujours ce côté un peu malsain, voilà, salaud, en gros. Parce que c'est un salaud, mais on va dire que c'est un beau salaud dans le sable noble du terme aussi, parce que même s'il est cynique, amoral quelquefois, et que c'est qu'il a il se trouve aucune excuse, qu'il trouve ça tout à fait logique, normal, etc. Qui justifie ce qui pourrait paraître pour vous injustifiable. Il n'en demeure pas moins qu'il est, qu'il est un personnage très intéressant. Et dans tout ce qui est dans cette comment dire dans ce roman-là, ce qui est la force, c'est que on voit vraiment son personnage évoluer et se raccrocher à quelqu'un ou à quelques personnes en essayant plus ou moins d'être assez opportuniste, et c'est ce qu'il est. Puisqu'en fait, moi je l'ai défini comme une espèce d'anguille, comme un serpent avec un instinct de survie puissance 10 milliards. Parce que en tant que salaud, c'est aussi un homme qui est rentré de plein pied dans les 20e siècle, qui s'est pris de plein fouet les années 20 et 30, qui s'est pris de plein fouet le Troisième Reich, qui s'est pris la guerre, les exactions, le côté si je fais pas, je vais me faire tuer, et aussi l'après-guerre, et ça c'est quelque chose que beaucoup de gens oublient, c'est qu'après la guerre, même s'il y a eu le procès de Nuremberg, je le répète, il y a quand même beaucoup d'anciens nazis de haut rang, des anciens SS, des anciens SD qui ont été récupérés par les Alliés, et je parle des Alliés, des Alliés que ce soit à l'Ouest ou à l'Est, des chercheurs qui ont travaillé sous le Troisième Reich, volontairement ou non volontairement, mais certains ils étaient bien volontaires quand même, et qui se sont retrouvés dans les rangs des pays dans lesquels nous vivons maintenant. Donc ça peut vous paraître immoral, amoral, tout ce que vous voulez, ça peut vous paraître très opportuniste, très salaud, mais c'est la vérité. Donc toute cette configuration, cette reconfiguration d'après 1945, avec tout ce qui a été récupéré et qui commence depuis quelques années à réapparaître grâce aux archives qui sont sorties, grâce au travail exemplaire, merci, des historiens qui creusent, qui cherchent, qui sortent, qui dénoncent et qui mettent à plat tout simplement ce qui est la vérité. Moi, je trouve ça assez formidable d'avoir pu justement faire des livres, et notamment La Fabrique des salauds, de montrer que tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout rose, que effectivement, comme il le dit, je n'avais pas le choix, et déjà ne pas avoir le choix, c'est un choix. En gros, pour moi, si vous n'avez pas le choix, si on vous dit t'as pas le choix, c'est déjà un choix. C'est-à-dire que de toute façon, pas le choix. C'est le cas de le dire. Moi, je suis toujours partie du principe, on me dit toujours oui, il y a toujours le choix. Non, des fois, il n'y a pas le choix. Vous avez qu'un choix, donc pour moi, un choix, c'est pas un choix, c'est imposé. Donc en gros, lui, plus ou moins, il a le choix, mais c'est imposé aussi. Donc après, je sais aussi, avant que je parle du roman en général, de l'écriture, de tout ça, je sais aussi qu'on a présenté ça comme étant très affilié aux bienveillantes de Jonathan Little. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été remués intérieurement, qui ont eu un peu la nausée, qui ont un peu été dégoûtés par les bienveillantes que j'ai lues d'une traite et que j'ai pas trouvé si choquant que ça, mais ça parce que, et je le redis, c'est une période que je connais, pour lesquelles j'ai lu énormément, pour lesquelles j'ai vu beaucoup de choses, pour lesquelles je suis allée sur place à certains endroits. Je me suis, on va dire, j'ai vu beaucoup d'archives
que ça soit des archives allemandes, alliées, soviétiques, que ça soit sur le Troisième Reich, sur la montée, que ça soit les discours qui ont été enregistrés à la radio et qui sont toujours disponibles, et que ça soit du côté allemand, français, anglais, américain, russe, et toute la clique, parce qu'il n'y a pas eu que... donc, franchement, parce que bon, on parle souvent, attention, c'est aussi aparté, on parle souvent aussi des exactions qui ont été faites par les SS, par les Allemands, etc. Il faut savoir aussi que dans les rangs, il y avait des Ukrainiens, il y avait des Baltes, donc, il y avait des gens enrôlés de pays qui avaient été annexés, mais qui étaient enrôlés, enfin disons, qui s'enrôlaient volontairement. Faut pas croire que, enfin, il y en a certains, les malgré nous par exemple, qui ont été enrôlés dans certaines divisions SS, qui ont fait des carnages absolument épouvantables, mais qui étaient des malgré nous, c'est-à-dire qu'ils ont été enrôlés eux de force. Et si on lit cette période-là, il faut quand même savoir aussi que la résistance allemande était sous un rouleau compresseur absolument affreux, et qu'à un moment donné, quand vous prenez un rouleau compresseur dans la figure, bah, vous imaginez sur une route, vous voyez un rouleau compresseur qui vous arrive dessus, bah, y a deux choix. Ça, c'est le cas de dire, vous avez deux choix. C'est soit vous prenez le rouleau compresseur, vous vous êtes éclaté la tête sur le pavé et vous mourrez, parce que vous avez voulu résister à la bestiole qui vous arrivait dessus, soit vous vous mettez sur le côté et bah, vous faites coucou au chauffeur. Voilà. Et vous baissez la tête parce que vous avez honte, en gros. Donc il y a beaucoup de gens qui l'ont fait parce que pas tout le monde peut avoir un sens du martyr absolu et être un sens de la résistance, avoir suffisamment de panache j'allais dire une vulgarité, mais d'avoir suffisamment de volonté, on va dire, vous allez comprendre ce que j'ai dit, je voulais dire, pour pouvoir résister, pour pouvoir accepter d'avoir sa vie dans une balance, de pouvoir se prendre une balle à tout moment, de pouvoir être torturé. Alors je suis désolée, j'ai mes voisins qui sont hyper bruyants, puis en plus le jour où j'enregistre, il y a un match au Stade Vélodrome, inutile de vous dire que là c'est l'hystérie collective, bref. Et non, je vais pas aller au match parce qu'il y a un autre match qui m'intéresse à la télévision. Et donc, pour en revenir à ça, bonjour l'aparté sur la faveur des salauds, il faut quand même aussi voir ça, c'est-à-dire que pas tout le monde a une âme de résistant, pas tout le monde peut être capable de supporter la torture, la peur, l'angoisse, et ne serait-ce que la peur de mourir, de perdre sa vie, en se disant que peut-être vous êtes mort pour rien, parce que bah, vous allez vouloir lutter contre quelqu'un et que cette personne, bah, une fois qu'elle vous a tué, ça n'aura pas changé la situation. Et pas tout le monde est capable de le faire. Voilà. Donc il y a aussi ça qui est en jeu dans ce livre-là, c'est que quand vous êtes dans ce livre et que vous le lisez, vous êtes aussi dans la tête de certains personnages et vous vous dites comment j'aurais pu réagir. Après, il y a des très beaux passages. Il y a deux scènes où je vous le dis tout de suite. En plus, elles s'enchaînent, enfin entre guillemets, sur quelques pages. D'entrée de jeu, vous prenez déjà un premier boomerang, style un gros coup à l'estomac, en l'occurrence à l'estomac et au cœur, en vous disant oh, c'est pas possible. Et quelques pages après, on va dire ouais, une dizaine de pages après, bien une dizaine, vous prenez un deuxième coup de poing, mais alors celui-là, vous le voyez arriver dans les dernières lignes. Et vous le sentez, enfin moi je l'ai senti, j'ai senti qu'il allait y avoir un truc, mais que l'auteur allait clouer le lecteur sur place et allait se balancer ça dans la gueule du héros. Je l'ai senti à une 3-4 pages avant. Je me suis dit, là là, je sens venir cette histoire-là. Et en fait, malgré le fait que mon intuition était la bonne, quand c'est arrivé, j'ai arrêté et je me suis dit putain mais c'est pas vrai, il peut, enfin j'avais de l'empathie et de la bienveillance et en fait j'aurais pris Kojak dans mes bras pour vous dire, même si c'était un salaud pur, j'aurais pris dans mes bras parce que je me suis dit je veux bien qu'il soit un enfoiré de première catégorie, mais il y a des choses que vous imaginez, enfin que vous ne voulez même pas que votre pire ennemi vive, et là il vit un truc qui est pour une personne normalement constituée, qui est la chose la plus affreuse qui peut arriver sur une planète à un être humain, surtout dans ce cadre-là. Et vous vous dites, c'est même à lui, vous ne lui souhaitiez pas qu'il lui arrive ça. Donc voilà, les deux scènes là qui ont attrait à deux personnes qu'il aime, c'est
voilà, c'est vraiment le point culminant du roman. L'autre partie, quand on sort de la Seconde Guerre mondiale, on voit la création de l'État d'Israël, toutes les arcanes de tout ça, les relations entre la CIA, le Mossad, le KGB, etc., tout ce genre de choses-là. C'est hyper intéressant parce que moi, c'est une partie aussi qui m'intéresse parce que c'est mon goût de l'histoire tout simplement. Après, je suppose qu'il y a des gens qui vont trouver ça peut-être moins palpitant que la grosse première partie. Moi, j'ai pas eu ce sentiment-là parce que j'ai aimé l'ensemble du livre. Je sais qu'il y a quelques longueurs pour moi aussi parce qu'il y a des passages où j'ai pas tourné les pages, mais je trouvais que ça traînait en longueur. Il y avait des passages où si moi j'avais pas aimé cette période-là et que j'avais pas aimé ce contexte-là, je suis sûre qu'il y a des gens qui vont décrocher, qui vont tourner les pages et qui vont sauter parce que ça va les gonfler. Sinon, ce qu'il en est de l'écriture, c'est rapide, c'est fluide, c'est romantique et romanesque. Oui, je sais, paradoxal. C'est assez lyrique aussi en fait. Il y a beaucoup de poésie, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Il y a des poésies au détour de certaines scènes, entre deux personnages, entre deux personnes. Même dans les pires moments, il y a un truc. Ce qui fait aussi la force de l'écriture de l'auteur. Alors attention, c'est décomplexé, c'est assez cru. Moi, j'ai pas trouvé ça si cru que ça. Je l'ai fait lire à quelqu'un qui... pas tout, hein, mais j'avais pointé 2-3 passages. À quelqu'un qui est quand même plus... ouais, qui est un peu plus choqué que moi sur certaines choses. Et alors là... Et c'est un garçon. Hein, et qui m'a dit... non mais tiens, non, enfin, c'est pas possible d'écrire ce genre de truc. Enfin, c'est pour grand public. Je lui ai dit non, c'est pas. Je suis désolée, mais ça gratouille ce pull, c'est une horreur. C'est pas grand public en fait. C'est grand public, oui, mais c'est pas à la portée de tout le monde. De lecture déjà, parce que peut-être pas tout le monde arrive à lire 880 pages, mais c'est pas à la portée de tous de lire ce genre de livre. Alors bon. C'est cru, soit, ouais, ben ça va, c'est bon, c'est la vie en général. Il y a des très belles descriptions, il y a des très belles... il y a des bons personnages, de salauds et de pas salauds, mais il y a des beaux personnages qui croisent. Alors c'est dérangeant, oui, pas pour moi, mais c'est aussi séduisant que c'est dérangeant. Ouais, ça va être compliqué. Ah oui, alors le truc, ça c'est une bombinette, ce qu'on appelle chez nous. C'est nos amis les supporters de l'OM qui s'amusent à faire d'éclater des petits pétards comme ça. C'est que j'habite à côté du stade de Rome, hein, donc je vous assure que je les entends les bêtes. Donc là, vous allez en entendre quand même à un moment. Alors l'écriture est ciselée, c'est délicat aussi. Il y a beaucoup d'humour parce que Papy a beaucoup d'humour quand même. C'est la bête, hein, l'air de rien, il a survécu à tout le truc, hein, donc c'est costaud, c'est bête. Qu'est-ce que je pouvais vous dire aussi? Il y a autant de folie et de malheur que de bonheur dans cette histoire-là. Mais c'est vraiment une fresque à la fois historique et c'est une saga familiale fabuleuse. Alors oui, c'est hyper bien documenté, je l'ai dit tout à l'heure. Il faut quand même le revenir. C'est un travail de documentation qui est assez conséquent. D'ailleurs, quand on lit les remerciements de la bête, alors ça, oui, je tiens à le dire parce que j'étais très contente. À la fin, il fait des remerciements et il explique quels sont les livres qu'il a lus à la fin, quoi, pour son travail en tant qu'auteur, pour pouvoir écrire ce truc-là. Et je n'étais pas peu fière d'avoir lu tous les ouvrages qu'il a cités, hormis un ou deux sur le Mossad. Tout le reste, je les ai lus. Donc, franchement, j'étais contente. Parce que, alors oui, il y en a un en allemand, je crois qu'il n'a pas été traduit, mais j'ai un pote qui est allemand et qui très gentiment m'avait traduit en fait en podcast. Il m'a lu le livre sur un MP3 et donc en fait je l'ai pas lu, mais je l'ai entendu lire, c'est-à-dire que j'ai eu un livre audible sur un livre d'histoire parce qu'il n'était pas traduisible. Il n'était pas traduit, je ne sais pas s'il est traduit d'ailleurs, il faudrait que je cherche parce que s'il est traduit, il faut que je le récupère. Mais j'étais pas peu fière d'avoir lu les mêmes livres que lui.
Premièrement parce que moi ça m'avait servi pour mon livre à moi et que en fait j'étais heureuse de voir que quand on se documente et qu'on peut mettre ce genre de choses à jour, voilà. Après, ça n'a pas été surprenant pour moi. Euh, Parce que, comme je vous disais, ça fait des années, hein, j'ai dû commencer à lire sur cette période-là et à fouiner, me documenter, à voir des reportages, des films, des machins. Je devais avoir 10 ou 11 ans, donc je cache pas mon âge, j'en ai 49. Donc en gros, ça fait 39 ans que je lis des bouquins, que je vais sur des sites, que j'ai rencontré des gens, comme je vous ai dit, j'ai rencontré quelqu'un qui était de... Bah, je ne vais pas le cacher, c'était un SS que j'ai eu l'occasion de rencontrer par ricochet dans un certain cadre, qui m'a parlé à cœur ouvert. Il aurait peut-être même mieux fait, mais enfin bref. J'ai eu l'impression d'être le hippie de l'histoire, vous voyez ce que je veux dire, à l'époque, hein, et j'étais toute jeune, enfin jeune, oui j'étais jeune. Et donc j'ai vu, j'ai lu, j'ai entendu, j'ai humé des endroits, et je pense qu'il y a très peu de choses sur cette période-là qui peuvent me choquer. C'est-à-dire que véritablement sur la période, parce que moi c'est une période d'histoire de 19 à 47 en Allemagne que je connais assez bien, et surtout la période de la Seconde Guerre mondiale, surtout de ce côté-là du Troisième Reich, que je connais fort bien. Et donc il y a beaucoup de choses que je ne suis pas choquée dans le roman. Enfin, je veux dire, il y avait il y a des passages où je suis sûre qu'il y a des gens qui vont être... mais qui, moi, me semblaient évidents parce que je les avais déjà vus, lus, appris, voilà. Donc, si je dois recommander ce livre, et si vous aimez, comme je vous l'ai dit, cette période, que vous aimez les fresques historiques, etc., franchement, La Fabrique des salauds est un très, très, très bon livre à lire, et à méditer aussi pour ce qui se passe actuellement dans certains pays, comme je vous le disais, qui peut vous ouvrir les yeux sur comment un monde assez correct peut basculer dans l'incorrect complet. Ça peut arriver à tout moment, ne croyez pas que ça ne peut pas revenir. L'histoire bégaye, l'histoire revient périodiquement et c'est prouvé, et on peut le voir assez régulièrement. On dit toujours l'histoire est un éternel recommencement comme la mode, c'est vrai. Voilà. Après, je sais qu'on a parlé des bienveillantes sur ce livre-là, je l'ai déjà dit. Moi, je le rapprocherai plus de Cent ans de solitude de Marquez, dans le sens de Garcia Marquez, dans le sens de la saga familiale un peu barrée, parce que bon, l'histoire du triangle amoureux est quand même assez audacieux. Mais n'empêche, alors ouais, ça va être le côté... je vais avoir en bas, je vais avoir des commentaires, je ne vous raconte même pas, ils vont me tuer. Je n'ai pas trouvé choquant l'histoire d'amour. Le triangle, je veux dire. C'est pas ce qui m'a choqué enfin, de toute façon, premièrement, rien m'a choqué là-dedans, mais ce n'est pas quelque chose qui m'a dérangé. Voilà. Parce que, comme je vous l'ai dit au début, j'ai pris ce qui était. C'est-à-dire que noir sur blanc, on me dit qu'elle est adoptée, que c'est pas vraiment leur sœur, enfin que c'est pas leur sœur, que c'est leur sœur adoptive. Après, on sait qui elle est, etc. Et d'entrée de jeu, elle a des relations assez ambiguës avec l'un, très très ambiguës avec l'un. Et qu'on sent très bien que l'autre, c'est le style amour, enfin coup de foudre immédiat avec la bestiole. Et réciproque en plus. On sent bien qu'il y a quelque chose sous... voilà. Il y a anguille sous roche, on va dire. Et donc, honnêtement, ça ne m'a pas choqué plus que ça. Et, je trouvais que l'histoire, justement, de ces trois-là, de leur histoire à eux, familiale, de leur imbrication, de leur rivalité, de leur amour des amours, de leur guérilla, de leur coups bas, parce qu'il y a des coups bas aussi, du fait que Koja est toujours très ambigu, et un agent secret aussi, donc il a beaucoup de secrets, c'est le cas de le dire, il a beaucoup de non-dits dans sa vie, beaucoup de regrets de ne pas avoir dit certaines choses, d'avoir laissé faire la vie, ou d'avoir laissé faire une autre personne, tierce personne, d'avoir décidé pour lui. Et on sent dans la façon de raconter du vieux monsieur qu'il est, désormais, qu'il
que la chose qu'il regrette le plus, c'est pas les exactions ou ce qu'il a fait pendant la Seconde Guerre mondiale et après auprès des différents services secrets. C'est pas les trahisons qu'il a fait qui a mené à la mort de certaines personnes. C'est les décisions qu'il a prises dans sa vie privée. C'est les décisions et les non-décisions qu'il a prises dans sa vie privée. C'est la peur qui l'a poussé à ne pas faire quelque chose ou ne pas dire quelque chose ou ne pas avouer ses sentiments à quelqu'un ou de pas aller au fond d'une histoire ou de pas foutre son poing dans la gueule à son frère à un moment donné. En gros, c'est plus le côté euh, personnel qui ressort des regrets que ce vieux monsieur a et non pas sur ce qu'il a fait en dehors. Et ça, c'est une belle réflexion aussi de la fabrique des salauds, c'est qu'on peut être un salaud profondément bien ancré, sans remords, sans regret, en gros, parce que en gros, il n'a pas vraiment enfin, il est pas repentant, hein, le mec, hein, il vous dit pas, ouais, je vous demande pardon, ah bah, pas du tout, hein, il est bien dans ses baskets, lui, mais... mais par contre, voilà, il y a ce côté salaud, mais ce salaud, un salaud qui est aussi un salaud dans la vie privée, mais qui est un salaud dans la vie privée parce qu'il a malheureusement, par contre, plus subi les décisions des autres. Donc ça en fait un salaud aussi, mais ça en fait un salaud magnifique pour certaines choses. Je suis sûre que je vais me faire vilipender sur cette histoire-là, mais voilà. Alors, si vous l'avez lu, et que vous voulez en parler. Je ne l'ai jamais fait, mais et je l'ai déjà vu faire, donc entre autres par elle et par Séverine, de Il est bien ce livre, de faire des lives. Honnêtement, si ça vous intéresse, si c'est une période qui vous intéresse, si vous voulez qu'on parle de ça, si on parle d'autres livres sur ce thème-là, je suis partante pour un live. Si vous voulez faire ça un jour, moi, ça me va pour lire vos questions et que j'y réponde s'il y a des choses que vous voulez savoir ou que vous voulez approfondir ou que vous avez lu des livres. Bah ça, vous pouvez par exemple me le mettre dans les commentaires en me disant j'ai lu celui-là, est-ce que tu les as lus, qu'est-ce que tu en penses, est-ce qu'on peut en parler. Je peux même le faire off, hein. On peut très bien en parler par mail, par Skype, ce que vous voulez, moi ça me gêne pas. Sachant que je l'ai déjà fait, mais dans le cadre privé, pas sur YouTube, je l'ai fait dans le cadre d'un Skype organisé avec plusieurs personnes qui m'avaient rencontré lors d'un salon du livre sur un de mes livres, sur Karenina, et qui m'ont demandé s'il était possible de discuter du contexte, non pas de Karl et Nina, mais du contexte en général du Troisième Reich, notamment parce que je décrivais aussi les conditions de vie des prisonniers allemands qui ont été envoyés au goulag après la guerre. Et donc ça, c'était quelque chose qui visiblement n'était pas très connu et que les personnes m'avaient dit mais je connaissais pas, j'ai quand même fouillé avant de vous le dire et je me suis aperçue que c'était vrai. Oui. Et donc voilà, on en avait discuté par Skype, je crois qu'on avait passé 1 heure et demie à discuter de ça, et c'était hyper intéressant. Parce que non seulement parce qu'il y avait des gens qui m'avaient pointé des livres qui étaient des fois des livres régionaux, c'est comme ça que j'avais découvert un livre sur le STO qui traitait d'un STO, d'un monsieur qui était parti en STO avec son petit-fils, je crois qu'il avait fait, je crois que c'est son petit-fils ou son fils, qui avait fait un livre avec tous les papiers que son papa et les lettres que son papa avait écrit à la maison quand il était en STO en Allemagne. Et donc ça, je connaissais l'histoire du STO, mais je connaissais pas un gros témoignage comme ça et j'avais trouvé ça génial. Donc si vraiment vous êtes intéressé pour faire ce genre de choses, vous me dites, on se prévoit un jour et puis on se le fait. Et si vous l'avez lu entre temps, ben on peut se faire un espèce de club de lecture pendant un quart d'heure, 20 minutes pour que vous me disiez ce que vous aimez. Moi, à l'écran, je lis ce que vous me dites et puis ou les autres le verront et puis moi je commente. Sinon, on peut se faire un point lecture sur ce genre de choses parce que je sais. Alors je finis par ça, et non pas sur la fabrique des salauds, mais parce que suite à une vidéo que j'avais fait sur mes livres d'histoire qui était pratiquement consacrée au Troisième Reich, il y a quelques personnes qui m'avaient envoyé des mails après et des MP sur Instagram en me demandant si je pouvais faire régulièrement des podcasts sur ça. Si je pouvais faire, à l'époque je faisais je fais toujours autant de podcasts, mais je faisais pas encore de vidéos régulières. Et en fait, on m'avait demandé un podcast sur ça. On m'avait demandé un podcast sur ce que je savais, sur ce que je connaissais, si j'avais des livres que je pouvais conseiller. Donc je lui avais dit que j'avais une bibliographie énorme parce que moi j'avais fait un travail
énorme mon triptyque que j'ai sorti. Et donc, j'avais une liste d'une quarantaine, cinquantaine, soixantaine de livres sur ce sujet-là et que je pouvais très bien lui envoyer sans aucun problème. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est une partie d'histoire qui m'intéresse, il y en a d'autres, mais si c'est quelque chose que vous vous posez comme question sur ce livre après l'avoir lu, ou quand vous avez lu que Les Bienveillantes et que vous voulez pas vous taper ça parce que vous vous dites je vais pas pouvoir supporter un truc de plus, je serais ravie de le faire. Voilà. Si je lance un appel pour d'autres lectures communes, parce que moi ça m'intéresse finalement, c'est vachement bien. Et puis si un jour elle a un livre jeunesse ou un livre que je ne lis absolument pas, et je pense que dans la catégorie qu'elle lit, dans les catégories qu'elle lit, il y a beaucoup de choses que j'ai jamais lues, et qu'elle reçoit un livre qui pourrait m'intéresser parce que plus ou moins maintenant elle arrive à connaître, elle va peut-être arriver à voir qui je suis quand elle va voir la vidéo. Honnêtement, je serais ravie d'en refaire une parce que c'est voilà, j'aime beaucoup voir ces vidéos, c'est punchy, c'est cash. C'est comme Call Me Sab, voilà, c'est des gens comme ça que j'aime. C'est des gens qui sont cash, qui, quand ils aiment pas, ils aiment pas, ils sont naturels, voilà. J'aime ce genre de personnes. J'aime pas comme dirait ma maman, chichi pampan. Voilà, même si je suis, paraît-il, très snob longtemps, mais voilà. Mais j'aime bien les personnes naturelles, cash, et qui ont le courage de leurs opinions. Et c'est ce que j'apprécie chez certaines booktubeuse que je suis très régulièrement. Voilà. Donc je vous recommande pour moi La Fabrique des Salauds de Chris Cross chez Belfond. Honnêtement, ne soyez pas effrayés par ça, quoi. C'est une belle saga. Et je suis sûre que vous allez trouver des trucs qui vont vous plaire. Voilà. Je vous laisse. C'était la vidéo lecture commune. Et puis c'est vraiment une des premières fois que je fais une vidéo que sur un livre. Et puis je pense que j'aurais dû faire ça sur la petite sonneuse de cloche. Trop tard, je en ferai un autre. Allez, à bientôt, au revoir, et puis bonne lecture, et puis quoi que vous décidiez de lire, commentaires, pouces, clochette. Au revoir.